Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dans le cadre du Job Dating Conseil et Cybersécurité. Je suis Richie Cohen, cofondateur de CyberJobs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois entreprises. Prism avec Alexis, Bonjour. OnePoint avec un deuxième Alexis et Bonjour. Nokia avec Jean-Denis. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Bonjour. Bon, c'est une table ronde très masculine, on va un peu se faire taper sur les doigts. Euh, mais, euh, mais bon, on va essayer de parler peut-être dans le cadre de nos échanges, peut-être de la place des femmes en cybersécurité dans un second temps. Ce sera toujours voilà, on va essayer de rattraper ce petit côté un peu trop masculin. Donc, avant d'évoquer donc les métiers du conseil en cybersécurité et les profils que chacun vous recrutez, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelles sont les missions de chacune de vos entreprises et quelles sont les entreprises qui font appel à vos services si vous êtes dans une prestation externe? Est-ce qu'on peut commencer par Jean-Denis avec Nokia? Eh ben, Nokia, je pense que tout le monde connaît, sauf que peu de personnes savent que Nokia ne fait plus de téléphone depuis longtemps, même si la marque existe encore. Et en fait, Nokia est un des trois intervenants majeurs sur les équipements télécom avec Ericsson et Huawei, et nous sommes leaders sur tous les équipements de 5G. Donc, nos clients, ce sont essentiellement des opérateurs télécoms auprès desquels nous déployons des équipements 5G. Et évidemment, la sécurité est un point problématique aussi pour ces personnes. Justement, on va y revenir. Pour Prism, un petit rappel. Oui, alors Prism est spécialisé dans la gestion des identités et de la sécurité et des accès numériques. Donc, on intervient dans tous les domaines qui concernent l'IAM, les annuaires d'entreprise, la gouvernance, l'access management, les accès à privilèges. Et on intervient pour des clients principalement grands comptes, banque, assurance et grande distribution. D'accord. Et Alexis, chez OnePoint? Alors nous, chez OnePoint, on est un cabinet de conseil en transformation numérique de manière générale. Donc on intervient en tant que, on aime se qualifier comme étant des architectes de la transformation et moi je préfère dire ensuite rajouter de confiance, d'où l'intérêt de mon métier dans la cybersécurité. Et on intervient pour des organismes publics et privés sur toute une série de domaines, de spécialités comme la plateformisation, les collectivités territoriales, la smart city, l'énergie, les transports, etc. Voilà. Et donc, il y a une verticale aussi cybersécurité qui n'est pas qu'une verticale puisqu'elle est complètement transverse à tous ces domaines-là. Et on vient apporter notre expertise au projet qu'on mène pour aider les acteurs publics et privés à se transformer numériquement. D'accord, d'accord. Jean-Denis, déjà pour commencer, donc toi, tu as intégré le Centre européen d'excellence en cybersécurité de Nokia. Et Tout à c'est fait. à ce moment-là que tu as découvert la cybersécurité appliquée au secteur des opérateurs télécoms. Mais nous, en fait, on ne saisit pas forcément tous les enjeux stratégiques qu'il y a, les enjeux stratégiques cyber qu'il y a dans le secteur des télécoms. Est-ce que tu peux un peu plus nous l'expliquer? Alors, déjà, il y a un premier élément qui parlera à tout le monde, c'est la protection des communications. C'est être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va écouter ce qui est en train de circuler sur le réseau, parce que à partir du moment où c'est de la radio, tout le monde peut l'écouter, hein, pour la première problématique. Et ensuite, il y a évidemment pour l'opérateur télécom de protéger son cœur de réseau. Donc, une fois que l'information est arrivée par radio au niveau de la cellule, c'est tout le transport de l'information et toute la protection de cette information, la base des abonnés, etc. Il y a énormément d'informations sensibles. Donc, c'est à la fois la protection du transport des données des utilisateurs et la protection des informations de l'opérateur proprement dit, avec toutes ces informations, notamment de relations clients. Et là où ça devient très, très, très stratégique avec la 5G, c'est que autant 3G, enfin autant la 2G, c'était que du protocole télécom très spécifique. La 3G, on commençait à avoir un peu d'accès Internet, mais c'était bien séparé. La 4G, un peu plus mélangée. La 5G, c'est du full réseau IP, c'est du virtualisé, c'est du dynamique, c'est du on-demand. Donc, c'est la fin des protocoles spécifiques au domaine télécom. Ce qui fait qu'un pirate qui arriverait à prendre pied sur un réseau au cœur télécom 5G, en fait, il connaîtrait déjà tous les protocoles puisque c'est du TCP/IP et des technologies de cloud et de containers qui sont déjà utilisées partout ailleurs. Donc là, le risque devient pas plus important, mais les conséquences du risque sont plus importantes. Donc là, c'est vraiment stratégique d'avoir l'ensemble de ces éléments qui sont sécurisés.
sécurisé de bout en bout. Et au sein de Nokia, on intervient, enfin le centre d'excellence cybersécurité intervient à la fois en interne pour assurer la déclinaison des processus de sécurité de bout en bout sur les produits conçus par Nokia, donc de la définition des exigences jusqu'aux recettes qualité de ces équipements, et ensuite sur des projets clients dans le cadre du déploiement de ces équipements par Nokia chez le client et auprès de projets clients quand des clients veulent des missions de sécurité. Donc en fait, on intervient à 3 niveaux, dans la conception des produits, dans le déploiement des produits et ensuite au niveau service pour les clients, qui sont les opérateurs télécoms. Alors, c'est pas forcément les opérateurs télécoms tels que Bouygues, SFR, Orange, Free, tels qu'on les connaît en France. Ça peut être aussi des opérateurs d'entreprise, comme des grands groupes industriels qui déploient de la 4G, de la 5G pour leurs besoins propres, des grandes entreprises qui ont leur propre réseau privé de communication, comme EDF, comme Réseau Ferré de France, etc. D'accord. Ça Et reste assez large. plus largement, au niveau des industries, on l'a bien compris. Alexis de Prism, vous justement, vous avez une spécialisation un peu différente parce que vous vous positionnez comme le pur player de la gestion et de la gouvernance des identités numériques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette spécialisation et nous expliquer pourquoi les raisons de s'être spécialisé sur ce domaine? Oui, bien sûr. En fait, on est parti d'un constat commun entre 4 consultants, collègues et amis, en fait, en identité. C'est que c'est un domaine qui est en plein essor dans beaucoup d'entreprises qui entament donc des projets qu'on appelle d'IGA, donc de gouvernance des accès et d'identité. Et finalement, très peu de ressources sont disponibles, en France notamment. Et un exemple parlant, par exemple, sur un projet actuel qu'on mène chez un grand acteur du retail depuis quelques temps, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une équipe de 10 personnes qu'on a constituée entièrement, puisqu'on est aujourd'hui en responsabilité de ce projet. Et finalement, on vient de 7 pays différents. Donc, c'est un domaine dans lequel il y a actuellement assez peu de ressources. Et l'identité est un sujet en plus qui est très vaste et très complexe. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique cela. Et donc nous, on a fait le choix de se spécialiser dessus parce qu'il y a beaucoup de demandes et également parce qu'on a eu le souhait de pouvoir transmettre nos connaissances et de pouvoir développer ce domaine en termes de formation, en termes de transmission de nos connaissances. Donc c'est un sujet aujourd'hui quand on mène un projet d'IGA qui est finalement un sujet de gros ERP dédié à la sécurité. Hein. Finalement, ça ressemble beaucoup à ça. Et donc, on a trouvé opportun de pouvoir former des consultants parce que quand on met en place ce type de projet, on doit à la fois adresser des besoins fonctionnels, des besoins très techniques, des besoins d'architecture également. Et donc ça s'improvise pas, ça demande de l'expérience, ça demande de la transmission, de la formation. Et donc, c'est ce qui nous anime principalement. D'accord, et c'est ce que vous recherchez sûrement auprès de vos collaborateurs. On va y revenir Oui, bien sûr. un peu plus tard. Alexis de OnePoint, alors toi, tu nous indiquais que la cybersécurité, c'était une discipline transverse chez OnePoint. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas de spécialisation en particulier ou Ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous on est un cabinet de conseil en transformation numérique. Donc en fait, on intervient sur toute une panoplie d'expertise et c'est ce qui fait aussi notre richesse, c'est qu'on a beaucoup d'interactions avec des gens qui sont extrêmement intéressants ici parce qu'on a vraiment des expertises de pointe dans les domaines du cloud, dans les domaines de l'architecture, dans les domaines de la santé également, vraiment des domaines qui sont de prime abord pas forcément connectés directement à la cybersécurité, mais qui vont déjà petit 1 le devenir de plus en plus. On le voit, on a une explosion de l'exploitation des données. Donc on a forcément fatalement des risques qui sont d'ordre numérique à couvrir. Et surtout, on interagit constamment avec des clients de plein de domaines différents sur des missions diverses et variées. Et ce qui fait qu'on est vraiment en apport d'expertise transverse sur plein de domaines différents, que ce soit la gestion des accès et des identités, comme on en a parlé. On va avoir aussi de l'architecture de sécurité, de l'architecture cloud, de la partie stratégique où on va venir définir des stratégies de cybersécurité pour des grands groupes ou pour des ministères ou autres.
Ensuite, avoir des parties peut-être un petit peu plus techniques, où là, on va venir en partenariat avec des éditeurs de soft ou de solutions diverses et variées, apporter de l'expertise en plus avec nos partenariats, mais aussi opérationnel, où là, on va venir définir des politiques de sécurité, on va venir faire de la sensibilisation, par exemple via la gamification, et tout ce petit monde, donc tout cet apport d'expertise en fait est permis de par la diversité des profils qu'on a ici. On a aussi des designers par exemple pour la partie gamification, sensibilisation à la cybersécurité. On sait que c'est un domaine de plus en plus important pour les entreprises parce qu'on a 90% des attaques informatiques, elles passent par l'humain. Et l'humain, il faut le former, il faut le sensibiliser. Donc, on a mis en place des moyens un peu originaux avec des designers, avec des gens qui exploitent, par exemple, tout ce qui va être cognitif chez l'humain pour, on va dire, rendre cette sensibilisation et cette formation la plus efficace possible. Donc voilà en quoi nous on est transverse. On couvre, j'en parlerai peut-être après, la totalité de la chaîne de valeur et avec une diversité de profils aussi. Justement, on va en parler des ultra variés. On va parler des profils justement. Là, donc, on a présenté un peu les activités de chacun. Jean-Denis, donc Nokia recrute d'ici la fin 2022 plus de 80 personnes. Rejoindre en fait un acteur comme Nokia dans le secteur des télécoms, est-ce que ça s'adresse à des profils spécifiques ou d'ailleurs, est-ce que ça s'adresse d'ailleurs seulement à des profils techniques aussi, ou est-ce que ça peut être un peu plus large? C'est très large, hein, comme tu le disais, on recrute, à peu près, 50 à 80 profils d'ici fin d'année prochaine, donc on a de tout profil. Évidemment, si on connaît, les réseaux télécoms, bah, c'est nettement mieux, c'est un avantage. Mais moi, par exemple, j'ai fait 90 de ma carrière, enfin 95 de ma carrière dans banque finance, donc le milieu télécom, je le connais un petit peu de par, de par ma formation initiale. Mais de toute façon, Nokia, dispose en interne de tout un ensemble de formations en e-learning sur, 4G, 5G, donc c'est pas vraiment ça le souci. Ce qui a vraiment besoin, c'est de comprendre quelles sont les problématiques de la sécurité et d'être capable de comprendre en quoi, toutes les problématiques qui sont, connues déjà en sécurité des réseaux internet, intranet va pouvoir s'appliquer sur un réseau, 4G, 5G. Et on recherche en fait tout profil tout profil cyber, tout domaine d'activité et on n'en a pas besoin de profils spécifiques telco parce qu'on a un vivier déjà en interne de gens qui faisaient déjà de la cybersécurité chez Nokia, qui en fait sont le cœur de l'équipe sur lequel on est en train de construire et capitaliser pour apporter en fait, toute la panoplie des métiers cyber qui n'étaient pas, complètement, présents au sein de Nokia. D'accord. Donc le but étant de créer une synergie entre des personnes qui ont, d'excellentes, compétences télécom, qui sont déjà présentes, parce que c'est le cœur de métier de Nokia, et des gens qui ont d'excellentes compétences, cyber sur tous les domaines de la cyber. On reviendra, un peu plus tard sur le détail des profils que l'on recherche actuellement. Exactement, exactement. Bon, bah, Jean-Denis, je vois que tu as aussi bien préparé la table ronde que moi. Alexis, Alexis, justement, sur la précédente table ronde là, qu'on a fait avec d'autres entreprises sur la première de ce job dating, on a parlé notamment de l'expérience qui est demandée aux collaborateurs, enfin aux candidats en cybersécurité. Et justement, cette remarque qu'on a très souvent de la part des candidats que les entreprises recherchent des profils expérimentés et très peu de profils juniors. Alors vous, en fait, chez Prism, vous avez proposé en fait à vos équipes un système de mentoring de proximité entre les Oui, novices tout à fait. et les plus expérimentés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça, c'est extrêmement novateur et intéressant. Oui, bien sûr, merci. En fait, les profils qu'on recherche avant tout chez nous, effectivement, on leur demande d'être curieux et d'avoir une certaine culture des métiers du numérique. Quelqu'un de motivé, quelqu'un qui souhaite vraiment embrasser le métier de consultant en gestion des identités et en cybersécurité plus généralement, sera... voilà, nous, on a cette croyance qu'il sera capable d'intégrer les différentes solutions techniques qu'on préconise, de pouvoir animer une équipe projet s'il en a l'envie,
voire même de pouvoir apporter une vision stratégique à nos clients. J'aimais bien ce que disait Alexis de OnePoint sur le côté transverse. On a effectivement une spécialité sur la gestion des identités. Donc certes, ça paraît assez précis, mais en même temps, c'est un domaine qui est également très transverse, qui adresse à la fois évidemment la cybersécurité dans les entreprises, mais également les ressources humaines, qui peut adresser différents domaines métiers, finance, logistique, ou même en banque sur l'animation des différentes agences, parce que voilà, l'identité est présente partout et la gestion des accès est présente partout. Et donc, pour le mentoring, aujourd'hui, on fait le constat que les ressources expertes et qui ont cette capacité de voir la transversalité du domaine ne sont pas forcément communes. Donc, nous, on prend le pari de former nous-mêmes nos consultants. On a justement choisi de se lancer à 4 associés pour avoir des profils qui se complètent et pouvoir justement être assez disponible pour les nouveaux venus. Alors, ça se matérialise de façon assez concrète. Finalement, l'idée, c'est de dire qu'on n'envoie jamais un consultant qui serait débutant seul chez un client. Il y a besoin d'un binôme. Ça renforce en fait notre crédibilité chez le client. Et puis également, ça renforce la confiance que le consultant peut avoir dans son intervention. Alors, il y a besoin d'une certaine autonomie, on est bien d'accord. Mais également, parfois, il y a besoin aussi d'être rassuré et de ne pas être toujours jeté dans le grand bain en y allant un peu au bluff, quoi. Donc, on a besoin que nos clients fassent confiance dans l'intervention et le consultant a besoin aussi de développer cette confiance en lui et sur sa mission. Alors, ça semble peut-être un choix économique audacieux de se dire on est systématiquement en binôme, mais finalement, quand on voit ce que ça permet de gagner en efficacité au début des projets qu'on adresse, finalement, le choix a été vite fait. Et finalement, ce qu'on fait aussi comme constat, c'est qu'on peut tous être débutants sur un sujet. On ne connaît pas toujours tout. Et donc, l'idée, c'est que même les nouveaux venus peuvent être les mentors d'un plus ancien sur un sujet particulier parce qu'on a toujours des choses à se partager. Et donc, cette relation de proximité, cette cohésion, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, étant une entreprise relativement jeune, même si nous, en tant qu'associés, on a de l'expérience, c'est aussi ce qui permet de créer des fondations assez solides pour notre entreprise. Donc, voilà pourquoi le mentoring est quelque chose qui est très important pour nous et qui est ancré dans notre culture. Et pour la cohésion d'équipe, j'imagine que ça aide énormément. Alexis de OnePoint, vous justement, je sais, alors pour connaître un petit peu plus OnePoint, qui est déjà intervenu sur une table ronde, effectivement, vous recrutez également des profils juniors. La question, c'est pour rejoindre ce que vient juste de dire Alexis, tu m'as indiqué avant cette table ronde que vous accompagnez vos clients de bout en bout. Tu as parlé tout à l'heure d'activités transverses. Est-ce que, et alors j'imagine que oui, mais est-ce que les candidats juniors qui vous rejoignent, est-ce qu'ils ont la possibilité de passer d'une activité ou d'une spécialisation à une autre et ainsi de monter en compétence? Est-ce que c'est quelque chose de possible ou le profil junior va être cantonné en fait à une seule et même type de mission? Non, bien sûr que non. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Alexis de Prism parce que c'est des réflexions qu'on a aussi en même temps. On est face à une vraie, on va pas se mentir, il y a des pénuries de ressources en ce moment sur les profils, y compris les profils juniors. Donc, on est vraiment demandeurs de profils juniors. On a des perspectives de recrutement qui sont pour le secteur assez énormes. Donc voilà, il faut les assumer et ce parti du mentoring, c'est une réflexion qu'on a aussi actuellement et qu'on va mettre en place. Pour répondre à ta question, oui, évidemment, le consultant junior n'est pas directement cantonné à un domaine en particulier. Le consultant junior, notre objectif, c'est qu'il se sente bien chez OnePoint, c'est qu'il puisse voir, c'est déjà qu'ils puissent voir qu'on est une société apprenante et qu'on est une société qui met avant tout l'humain au centre, c'est-à-dire que
qu'un bon consultant se sente bien dans sa mission, il faut déjà qu'il se sente bien dans ses baskets et il faut qu'il ait l'impression d'apprendre aussi des choses. Donc c'est pour ça qu'on va pas le cantonner dans son coin. On cherche des profils de facto qui sont curieux, qui ont une bonne capacité analytique, je dirais, et surtout de l'adaptabilité. Donc partant de ça et suivant ce prérequis qu'on demande lors des entretiens, forcément, il faut qu'on y réponde aussi en mettant en œuvre des parcours ou en faisant se diriger le consultant vers ce qui l'intéresse, sachant qu'il ne va pas arriver dans l'entreprise en connaissant tous les domaines sur lesquels il va intervenir. Et donc, on va essayer de l'éclairer et de lui faire découvrir plutôt beaucoup de domaines, le plus de domaines possible, pour qu'ils se sentent le mieux chez nous et qui ensuite, pourquoi pas, choisissent une spécialisation, une expertise où il sera encore plus valorisé qu'il l'est. Mais je dirais qu'avant tout, on recherche des gens qui sont curieux et sur cet accompagnement bout en bout, c'est-à-dire de la phase de conception à la phase de delivery d'un projet, puisque c'est ça l'accompagnement bout en bout qu'on promeut chez OnePoint. Et sur la partie sécurité, on intervient aussi sur chacune de ces phases de production. Le consultant va pouvoir aller vraiment dans la partie conception, donc très, très haut niveau, ou dans les blueprints d'architecture, ou même plus dans le détail technique, jusqu'à la partie délivrée, où là, il va mettre en place, par exemple, des stratégies de test de sécurité, une fois qu'on est mis en prod, des stratégies de pen test, donc de penetration testing, de test d'intrusion, pardon. Voilà, tout c'est mettre en place des procédures, encore une fois. Voilà, donc on cherche de la curiosité avant tout. Effectivement, c'est très formateur et c'est valorisant pour un profil junior. Jean-Denis, justement, alors tu m'avais indiqué que tu as plus de 30 ans d'expérience dans l'IT et la cybersécurité. Alors justement, on va essayer de faire profiter cette expérience un peu à tout le monde, si tu permets. C'est d'après ce que tu as vu par rapport à ton parcours, ce que tu vois encore aujourd'hui, c'est quelles sont les compétences les plus recherchées et les plus appréciées, et au-delà des compétences que vient également de mentionner Alexis. Alexis aussi nous a parlé de savoir-être, enfin, voilà, des qualités qu'un candidat peut avoir. Donc d'une part, quelles sont les compétences les plus recherchées et appréciées, mais aussi quels sont les traits de caractère et traits de personnalité qu'on peut aussi apprécier chez un consultant en cybersécurité. Alors, comme le disait Alexis de WidePoint, c'est la curiosité avant tout, parce que la sécurité, il faut vraiment être curieux, parce que, on va rentrer un peu dans le détail, parler par exemple des failles de sécurité. C'est pas marqué sur le produit où sont les failles, donc il faut aller les chercher. Mais ça peut être aussi sur des sujets moins techniques, cette curiosité, sur de l'analyse de risque. Il faut aller pousser certains raisonnements dans ses retranchements et être capable de penser out of the box, comme disent les Anglais, dont la curiosité est vraiment très fondamentale pour faire de la sécurité. L'adaptabilité aussi, parce que les contextes sont très variables d'une entreprise à une autre, d'un projet à une autre, et surtout une compréhension globale de tout ce qui est l'IT, que ce soit du développement à la production, du réseau à l'applicatif, pour avoir vraiment une compréhension globale de toutes les adhérences et toutes les problématiques qu'un souci quelque part peut engendrer ailleurs. La sécurité, le gros problème de la sécurité, c'est pas qu'il existe des failles, c'est que ces failles, en fait, une fois qu'elles sont exploitées, ça fait boule de neige. Donc, il faut être capable de comprendre comment ce fonctionnement comment cet effet boule de neige, effet papillon peut avoir lieu pour mettre des barrières sur le passage de l'avalanche pour éviter que justement un petit souci quelque part, un petit glissement de terrain devienne une avalanche qui détruise tout le système. Donc cette vision globale, cette compréhension globale de l'IT est vraiment fondamentale pour la sécurité. Et après, du coup, c'est lié à une compréhension de ce qui est le risque et une bonne culture du risque. Donc, pas de la prise de risque, hein, pas du tout, mais de la compréhension du risque. Donc, qu'est-ce qu'un risque et comment on peut diminuer un risque et avoir une capable de juger de ce qui est vraiment risqué, peu risqué et comment pallier à ces problématiques. Typiquement, être capable d'identifier que là, on a une situation type couloir d'avalanche où s'il y a un petit problème, ça va devenir énorme et voir éventuellement comment on pourrait canaliser ça pour éviter que ça devienne une catastrophe pour l'entreprise. Et après, ça se décline, cette problématique, sur tous les métiers de la sécurité qui sont assez variés.
D'accord, d'accord. Alexis, pour Prism, l'entreprise a été créée en 2020 Oui. seulement. Euh, est-ce qu'il y a alors des avantages ou en tout cas, est-ce qu'il demandait des qualités en plus aux personnes qui vous rejoignent? Je pense notamment au fait d'être flexible, puisque voilà, on n'est pas dans un grand groupe là, on n'est pas cantonné à des tâches bien précises, j'imagine. Euh, Quelle différence de rejoindre une entreprise comme la tienne? Oui, alors on a été créé en 2020. Alors, qu'est-ce qui est attendu? Euh, Disons que ça dépendra des souhaits de chaque personne qui nous rejoindra. On a été certes créé récemment, mais donc on est une start-up en quelque sorte, hein. C'est un mot un peu valise qui peut désigner beaucoup de choses, mais disons que d'un point de vue de la maturité des projets qu'on adresse, on est déjà assez éloigné du mot start-up. On a des projets qui sont déjà d'ampleur, qui sont plutôt matures chez nos clients. Donc, si les personnes qui nous rejoignent souhaitent s'y consacrer uniquement, bah, c'est du domaine du possible, évidemment. Et donc, on sera sur des métiers de consultants plutôt traditionnels et plutôt à forte responsabilité. Maintenant, l'intérêt aussi de nous rejoindre, c'est de pouvoir participer à la construction de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on a même sécurisé dans la façon de planifier nos années ou nos trimestres. C'est de se dire on consacre, on sécurise forcément un temps pour chacun pour pouvoir se consacrer soit à lui-même, à se former, ou à construire l'entreprise s'il souhaite prendre des responsabilités ou assister dans des aspects commerciaux, recrutement ou partenariat avec les éditeurs avec qui on travaille déjà. Donc c'est l'intérêt finalement, c'est l'intérêt de pouvoir rejoindre une jeune entreprise, c'est qu'il y a beaucoup à construire, il y a des choses, il y a une agilité, il y a une convivialité, et puis il y a aussi cette rapidité de décision qu'on peut avoir. Et donc, c'est la possibilité finalement pour chacun de créer et quelque part de modeler aussi son poste à son image. On permet vraiment ça. Mais c'est quand même, et j'insiste, pouvoir aussi se consacrer à son métier de consultant, pouvoir faire avancer un client, pouvoir faire avancer des projets, et puis, et puis finalement s'investir sur ce qui nous passionne finalement le plus auprès de nos différents clients. Donc, non, c'est l'aspect startup, en tout cas, on a conscience que ça peut parfois créer des questions. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a déjà structuré beaucoup de choses chez nous. Le process de recrutement, l'accompagnement RH est déjà également très structuré, notre communication également. Et donc, on a assez vite essayé d'adresser tous ces sujets-là pour finalement que ça ne devienne plus un sujet et qu'on puisse avancer vers ce qui nous passionne le plus. D'accord, d'accord. Alexis, chez OnePoint, justement, vous êtes un cabinet de conseil qui est un peu plus important en termes d'effectifs. Vous n'êtes pas spécialisé que en cybersécurité, mais la cybersécurité est un sujet sur lequel OnePoint investit énormément dernièrement. Ouais. Alors, est-ce que déjà tu peux nous l'expliquer? Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le sujet de cette table ronde. C'est pourquoi les métiers du conseil en cybersécurité sont-ils si stratégiques? C'est pourquoi investir autant en cybersécurité et notamment sur le métier du conseil en cybersécurité? Est-ce que d'ailleurs, c'est les mêmes clients qui vous sollicitent sur des questions par exemple de data qui font appel à vous aussi en cybersécurité? Oui, tout à fait. On est aujourd'hui, je le disais en préambule, hein, on a la data qui est au centre même de tous les schémas de transformation numérique à l'heure actuelle. En plus de ça, on a des problématiques de gestion des données personnelles, gestion des données stratégiques. Donc tous ces sujets-là, on les retrouve au quotidien chez nos clients. C'est à chaque fois que nos clients viennent pour nous demander conseil sur des problématiques de transformation numérique, forcément à un moment donné, on va aller taper sur des sujets de protection des données personnelles
protection de données stratégiques, et derrière, en fait, on va étirer le fil, on va dérouler la pelote de laine, et on va se poser des questions de protection des données, donc de chiffrement, de protection des stockages de données, ou même des données en transit d'ailleurs, donc de protection en confidentialité, en disponibilité, en intégrité et en traçabilité. Donc voilà les 4 lettres bien connues de la cybersécurité. Et donc, oui, forcément, de fait, on grossit énormément en ce moment. On a des très belles perspectives de croissance en termes de recrutement. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a prévu plus d'une 50aine de recrutements sur l'année prochaine. Au total, chez OnePoint, on a plus de 1000 recrutements qui sont envisagés sur l'année 2021. Qui arrive à sa fin d'ailleurs. Et donc voilà, tout ça, c'est évidemment drivé par le besoin client. Et du coup, il faut couvrir ces besoins, il faut couvrir les besoins de nos clients qui viennent nous arriver avec une problématique en particulier, une problématique de transformation qui derrière découle sur de la cybersécurité, de la sécurité des enjeux stratégiques pour par exemple si c'est un territoire, une collectivité territoriale, enjeux stratégiques d'attractivité économique pour les entreprises, aussi enjeux de protection des données des citoyens, si par exemple ils veulent mettre en place je sais pas, un système de sondage ou de sondage citoyen. Typiquement sur les politiques publiques, si le citoyen, à partir du moment où il met des données, où il rentre des données personnelles, où il y a de la donnée qui va être hébergée par la solution qu'on va mettre en place, il va falloir qu'on fasse appel à des experts en cybersécurité. Et c'est dans ce sens-là que nos besoins sont de plus en plus énormes à ce niveau-là. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a une augmentation de l'activité, donc une augmentation forcément des recrutements en cybersécurité, et c'est là où justement ça coince un petit peu parce qu'on est en manque de talents en cybersécurité. Jean-Denis, justement, on a une question de Yannick qui nous demande est-ce que les candidats juniors en expérience professionnelle, mais pratiquant des CTF réguliers, peuvent être les personnes curieuses que vous recherchez? Alors, tout à fait, comme je l'ai indiqué, ça fait partie des profils que l'on recherche. Notre stratégie de recrutement au sein du pôle cyber de Nokia, c'est, de recruter sur, tout un ensemble de profils, et pour chaque profil, c'est recruter du débutant, du confirmé, de l'expérimenté pour pouvoir, travailler ensemble et être capable de fournir, du service à valeur ajoutée à tous les niveaux. S'il faut faire, du, pointu spécifique, ce sera l'expert. S'il faut faire, plus du volume de masse, ce sera les débutants, et le fait de travailler, sur plusieurs niveaux d'expertise, ensemble, ça permet aussi là de faire monter en compétences de nombreuses personnes. Parce qu'on a beau être expert, on n'est pas forcément au courant du dernier sujet, à la mode, et un débutant, lui, va probablement être plus au courant que nous sur ce genre de choses. Et sur les profils que nous recherchons, donc on peut, regrouper ça en 4 grandes, catégories, de la cyber. On va avoir, tout ce qui est, planification, donc avec la gestion des risques, analyse des risques, process de sécurité de bout en bout. Donc là, on est plutôt sur de l'organisationnel. Pareil, que ce soit du débutant, du confirmé ou de l'expert, on est assez loin du CTF. Ça peut être aussi, tout ce qui va être, prévention, donc durcissement et sécurisation des systèmes, identification des menaces et des vulnérabilités. Le CTF est plutôt dans la partie, exploitation de ces éléments, mais forcément pour exploiter des failles, il faut les connaître et savoir comment sécuriser, durcir des systèmes. Le 3e volet, c'est tout ce qui est, réaction. Donc une fois qu'on a planifié la sécurité, qu'on a mis en place le préventif, faut réagir aux incidents de sécurité, faire de l'analyse post-mortem, fournir des services managés au niveau de SOC par exemple, de l'analyse de données. Donc là, c'est pareil, les gens qui font du CTF sont en général capables de faire ce genre de choses. Et puis, on a, le dernier volet qui est, l'audit avec, tout ce qui est, test des systèmes, vérification, audit de vulnérabilité, audit aussi des process et des éléments qui ont été mis en place avec tout ce qui est, penetration testing, red team ou GRC. Alors GRC, c'est tout ce qui est, gouvernance, gestion des risques et de la conformité.
Et il y a un quatrième volet sur lequel on recrute aussi au sein de Nokia pour notre pôle cyber, c'est la R&D, puisqu'on développe des produits de sécurité pour les telcos. Donc, on a aussi une partie R&D sur notre pôle. D'accord, d'accord. Donc, à retenir, hein, bon, comme j'imagine les personnes qui nous suivent le savent, mais faire des CTF, ça ne peut que être bon pour, sur le CV et pourquoi pas pallier justement peut-être un petit manque d'expérience pour certains profils. Alexis de Prism. Oui. Alors là, aujourd'hui, on a pas mal de questions. Donc, une question intéressante, si vous proposez des offres à valeur marchande dans un secteur ultra concurrentiel et pourtant l'aspect business commercial n'est jamais évoqué. Alors, c'est vrai que sur CyberJobs, on a énormément d'offres d'emploi techniques et très peu de business. Et c'est vrai que on peut se dire comment ça se fait, parce qu'il faut bien une personne qui aille chez le prospect et proposer des solutions. Comment ça se passe en réalité? Est-ce qu'un consultant technique peut faire aussi office de business développeur, manager? Oui, alors nous, c'est la souplesse dont je parlais tout à l'heure qu'on propose, étant en mode start-up, évidemment. On est nous-mêmes amenés à être nos propres commerciaux. En réalité, je pense que Jean-Denis a aussi apporté des éléments de réponse. Aujourd'hui, pourquoi on voit plus d'offres pour des consultants qui vont réaliser? Parce qu'il y a avant tout de la demande de nos clients sur ce point-là. Il y a clairement un déséquilibre aujourd'hui entre les projets que les clients souhaitent adresser et les personnes en face capables de le faire. Donc c'est vrai que la tension, elle est de ce côté-là. Et les projets aujourd'hui, en tout cas de ce que je peux dire pour la gestion des identités, on en a plusieurs en cours, plusieurs qui sont également ouverts pour 2022. Et donc les profils qu'on va rechercher, évidemment, vont avant tout plutôt être des product owners, plutôt des consultants techniques, des développeurs, avant d'être des commerciaux. Voilà, je pense que bon, c'est une réalité à laquelle on fait face et à laquelle on essaye de s'adapter tout simplement. D'accord, d'accord. Alexis, OnePoint, donc OnePoint, vous recrutez forcément donc des expérimentés comme tout le monde, des juniors, mais aussi, je crois savoir, un certain nombre de stagiaires et d'alternants. Oui. En cybersécurité. Et justement, on a une question sur qu'est-ce que vous pensez voilà, des recrutements en alternance et l'appui de l'État concernant ce point. Bon, l'appui de l'État, ça c'est encore un autre sujet annexe, mais surtout, comment voilà, vous intégrez vos alternants et quelle est la valeur ajoutée justement de passer par une alternance dans le cadre de son parcours d'étudiant? Alors nous, on recrute alternants et stagiaires. J'ai pas de chiffres à vous donner sur les proportions ou les statistiques là-dessus. En tout cas, je sais que derrière, on valide la transformation généralement. Dès qu'on a un bon feeling avec un stagiaire ou un alternant, derrière ça se passe toujours très très bien. Il y a peu de cas où ça s'est mal passé. Ces stagiaires et ces alternants, ils vont faire les mêmes missions qu'un consultant junior. Ils vont être considérés de la même manière qu'un consultant junior, évidemment. Bon, ils vont être encadrés, hein. Ça c'est sûr. Ils vont être suivis peut-être même un petit peu plus de manière un petit peu plus proche qu'avec un junior, même si le junior est également beaucoup suivi. Et donc on a de forts besoins à ce niveau-là aussi. Je peux vous dire de plus sur les stagiaires. Quelle est la valeur ajoutée pour nous? C'est d'avoir quelqu'un qui sort d'école ou qui est encore en cursus scolaire. Donc ça ne nous pose pas de problème en tous les cas pour l'alternance. Faut juste qu'on s'organise d'un point de vue calendaire, d'un point de vue agenda, pour que le client ne soit pas pénalisé par l'absence de l'alternant qui de toute façon lui n'y peut rien, il sera forcément en école à un moment donné. Donc voilà, normalement il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, on arrive tous à travailler en bonne intelligence et la valeur ajoutée c'est qu'évidemment on a quelqu'un qui a, pour l'alternant, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est quelqu'un qui à la fois suit ses études, donc continue ses études, mais également un premier pied dans l'entreprise, et ce qui est pour nous très, dans le domaine de la cybersécurité en tout cas, très important, parce qu'il va être à la manière du stagiaire en fin de stage, il va être directement opérationnel et on va pouvoir le mettre ensuite sur des missions intéressantes pour lui,
le faire grandir encore plus que ce qu'on a déjà fait. D'accord, d'accord. Effectivement, tout ce qui est profil alternant stagiaire, on le voit sur Cyberjobs, hein. Ils sortent du lot concrètement, et c'est très rassurant pour l'entreprise, puisque alors les candidats ont tendance à considérer ça comme de la véritable expérience. Donc ils annoncent aux entreprises qu'ils ont 2 ans d'expérience à la période de l'alternance. Alors c'est pas appréhendé comme ça par les recruteurs. Enfin, j'en profite pour le dire, hein. Mais en tout cas, voilà, ça permet de sortir du lot. Pour terminer cette table ronde, je vais vous demander à chacun si vous avez 2-3 conseils assez rapides pour justement sortir du lot, ou en tout cas réussir sa carrière si on souhaite prendre la direction des métiers de cyber des métiers du conseil en cyber, pardon. Jean-Denis, justement, on va commencer par toi. Si tu as quelques conseils à nous partager. Après, c'est difficile, ça dépend vraiment des attentes et des caractères de chacun. Donc, moi, par exemple, comme tu le rappelais, j'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle. J'ai fait la moitié de ma carrière en client final, la moitié en cabinet de conseil, de la micro-startup qui était un SMH de Enria jusqu'à la mégacorp internationale de 90 000 personnes. J'ai fait de la sécurité, j'ai fait de l'architecture de SI, donc c'est très variable. Et je pense que maintenant, les carrières sont toutes très variables et chacun doit pouvoir évoluer en fonction de ce dont il a envie et de son appétence pour les sujets. L'avantage de la cybersécurité, c'est que les sujets sont très, très, très variés. J'ai commencé à faire de la cybersécurité à la fin des années 90, c'était essentiellement du pen testing et du durcissement de système. Et maintenant, je fais de la gestion de crise, de la gestion de risque, du PCA, donc beaucoup plus dans le process et l'organisationnel. Mais voilà, et j'ai fait à peu près tout ce qu'il y a entre les deux. Donc maintenant, la filière cyber, si je puis dire, c'est fortement professionnalisé. Malheureusement, les cybercriminels aussi. Donc il est tout à fait possible pour quelqu'un qui soit un mordu du reverse engineering et de la recherche de failles, de faire sa carrière entière sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le marché a énormément évolué sur les 20 dernières années, donc tout est possible. Il n'y a pas vraiment de carrière idéale en cyber. La carrière idéale, c'est celle qu'on a envie de poursuivre par rapport à sa curiosité et son appétence. Le point principal étant de toujours rester curieux, parce que tout évolue très 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 vite, à la fois les produits et les solutions qui sont à mettre en œuvre et qu'il faut sécuriser, et les failles et les exploits de la part des attaquants. C'est là la difficulté, c'est de rester avec un esprit ouvert et rester au courant de tout ce qui se passe partout. C'est intéressant ça, hein, Jean-Denis, parce que effectivement, c'est soit on peut, la cybersécurité, c'est plein de domaines à la fois, donc on peut traverser les domaines les uns après les autres, comme OnePoint par exemple le propose, mais aussi on peut rester cantonné aussi à sa spécialisation tellement les besoins sont importants. Et ça, c'est important de le rappeler. Alexis de Prism, voilà, si tu as. Alors, en plus, c'est intéressant parce que toi, tu es fondateur, donc Ouais. c'est un autre regard encore. Oui, je ne peux qu'approuver ce qu'a dit Jean-Denis. C'est cette curiosité et cette envie d'apprendre en tout cas, est importante et si elle peut être maintenue tout au long de la carrière, en tout cas, c'est quelque chose à cultiver qui me semble aussi important. Ce qu'on voit, nous aussi, en tant que fondateur de l'entreprise et qui nous semble important, c'est de continuer à cultiver aussi cette vision transverse. Forcément, quand on crée une entreprise, on est amené à traiter énormément de sujets, mais c'est quelque chose qu'on souhaite aussi cultiver chez nos consultants parce que les entreprises ont besoin de ça. Alors, surtout en gestion des identités, je le disais, qui adresse beaucoup de domaines. Cultiver cette vision globale, continuer à s'ouvrir sans forcément se spécialiser, mais au métier des entreprises, comprendre quels sont les besoins métiers pour cultiver cette charnière entre la sécurité, l'expérience utilisateur qui est très importante, et puis les besoins des entreprises qui restent celles qui, finalement, des clients qui financent les projets, donc rester proche de leurs préoccupations métiers. Et cette charnière, on le voit tous les jours entre l'expérience des utilisateurs et la sécurité est primordiale pour que la sécurité soit bien adoptée par les utilisateurs et sans qu'elle leur paraisse trop contraignante. Et donc,
c'est important qu'on ait ça en tête dans les solutions qu'on propose à nos clients. Donc voilà, entretenir cette écoute des clients, cette vision globale, et donc finalement avoir un intérêt pour le client et un intérêt pour comprendre ce dont il a besoin. Ça me semble important à cultiver. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut être curieux. Jean-Denis, on l'a bien compris, passionné aussi, passionné par son sujet, passionné aussi par les sujets clients. Alexis, pour conclure, Alexis de OnePoint, pour conclure justement, si tu as voilà, 2-3 petits conseils aussi à nous partager. Moi, je dirais oser parler de tout dans les entretiens aussi. Une expérience qui, de prime abord, ne peut pas sembler enrichissante à évoquer pour un candidat peut être ultra enrichissante pour un recruteur. On sait très bien que, notamment en début de carrière, les profils n'ont pas un CV long comme le bras, ils n'ont pas 8 ans d'expérience au moment où ils arrivent en fin de stage de fin d'études ou en fin de stage, etc. Donc en fait, on essaye de comprendre avant tout, enfin je pense que en tout cas chez OnePoint c'est comme ça, je pense que c'est comme ça aussi dans plein d'autres entreprises, que ce soit chez Prism ou chez Nokia, on valorise avant tout le savoir-être et la curiosité, comme l'a dit Alexis, l'adaptabilité, le pragmatisme et surtout l'envie d'oser, l'envie d'entreprendre. On est une société qui est basée sur l'entrepreneuriat. Notre PDG, c'est David Layani, c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc on cherche avant tout des gens qui vont oser de parler de plein de sujets différents, qui vont oser s'intéresser à des sujets différents. Donc voilà, faut pas hésiter. Il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de sujet bateau, il n'y a pas de sujet inintéressant. Il y a juste un recruteur qui va être là pour vous écouter, pour vous valoriser aussi et pour essayer de tirer le mieux de ce que vous pouvez apporter et surtout faire vraiment comprendre et analyser comment vous pourriez vous intégrer dans l'entreprise à laquelle vous postulez. Voilà. Très intéressant, Alexis. Effectivement, ça, on ne le dit pas assez, mais sur le CV, on peut mettre tout ce qui peut nous sembler pertinent ou moins pertinent, parce que c'est vrai que le recruteur ou la personne qui va analyser le CV va avoir un œil un peu plus différent. Et d'ailleurs, ça, c'est valable aussi bien pour les juniors que pour même les plus expérimentés. Tout à fait. C'est valable pour tout le monde. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Alexis, Jean-Denis, Alexis, je vous remercie pour votre temps. C'était extrêmement intéressant. Je m'adresse donc à ceux qui nous suivent. Vous pouvez retrouver Prism, OnePoint, Nokia sur cyberjobs.fr. Vous pouvez retrouver donc la présentation de leur société avec quelques vidéos, quelques photos et également l'ensemble des offres à pourvoir au sein de ces entreprises. J'espère qu'elles vous ont donné envie de les rejoindre et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous trois pour votre temps. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt, au revoir.